Bonjour les amis, petite introduction habituelle avant de commencer le visionnage de la vidéo numéro 69. Ça fait 69 semaines que nous travaillons à essayer une réinformation, à essayer de donner les éléments permettant de disposer d'un récit. Alors les anglo-saxons disent narratif, qui ne soit pas celui délirant, celui qui relève quasiment d'une autre dimension. On le verra encore au cours de cette émission, que nous offre le pire système médiatique du monde occidental, c'est-à-dire le mécanisme français. Alors, en ce moment, on est en forme, hein. On a le pire gouvernement, on a le pire président, on a les pires décisions, on a un État qui est en train de partir en morceaux, donc tout ça est fort triste, mais chacun à sa place, on essaye un petit peu de freiner, de combattre ce qui est en train de se produire. Bon, c'est notre objectif. Alors, vous notez qu'il y a un fonds qui n'était pas habituel, il a changé. J'ai effectivement, grâce à vous, en faisant quelques investissements, pu faire réaliser des vidéos, des génériques, des fonds. Je pense que je vais demander qu'on m'aide sur le montage. C'est possible grâce à vous parce que vous me soutenez. Vous me soutenez, alors, comme je l'ai toujours dit, il y a le soutien technique dont on a besoin parce que YouTube manifestement nous fait des misères. On a régressé dans la diffusion. Donc je souhaiterais qu'on puisse reprendre cette marche en avant qui était la nôtre. C'est assez intéressant d'ailleurs parce que on a toujours plus d'abonnés toutes les semaines, mais parfois la diffusion fléchit. Je pense que c'est lié à YouTube. Bon, donc le meilleur moyen, c'est de nous mettre des pouces, de partager, de commenter pour faire valoir ce travail que nous faisons. Sur l'aspect matériel, ben évidemment, c'est toujours le moment un petit peu désagréable. Cet aspect matériel, je l'ai toujours dit, il a une dimension morale forte, c'est-à-dire que, outre que cette gratitude me va droit au cœur, mais en plus, elle m'oblige. C'est-à-dire que à partir du moment où des gens se mobilisent comme ça, je me dis, ben, on leur doit de continuer ce combat, qui n'est pas toujours facile, qui est pas toujours facile. Il est exposé, on a des menaces, on a des critiques, on a des insultes. Bon, moi, je vis avec. Je suis à un moment de ma vie, de ma carrière, qui fait que c'est plus facile à encaisser peut-être que pour d'autres. Donc, je vais continuer. Et votre soutien, y compris matériel, effectivement, m'y oblige. J'ajoute, nous allons bien évidemment mettre un certain nombre de choses en route au début de l'année prochaine, qui est tout proche, ce début est tout proche. Je profite également de l'occasion pour vous inviter à lire mes derniers articles sur le blog Vue du droit. C'est un système articulé, Vue du droit, hein, Vue du droit, pas Vue du droit, Vue du droit, qui passe par la vidéo depuis maintenant 2 ans et qui, bien évidemment, continue sur le domaine écrit, sachant que cet article, le dernier en particulier, cet article qui est assez long, propose un autre narratif, un autre récit que celui que je dénonçais, fourni par le système médiatique occidental en général et français, hélas, en particulier. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Si, un petit truc, ceux qui veulent le PDF d'Hervé Carès, je le redisais plus, je le redis, manifestez-vous avec la, à l'adresse email, avec l'adresse email, et je vous le ferai parvenir. Dernier point, on en reparlera, peut-être pas à l'occasion de l'émission militaire, mais on en reparlera. On a une petite idée concernant la mise en scène de ce que j'appelle dans mon avant-dernier article, donc c'est à la fin de la foire qu'on comptera les bouses, de garder et de nous faire parvenir les captures d'écran qui vont permettre de démontrer l'inanité, les mensonges, les délires de cette propagande. Hein, et ce sera le moyen aussi d'aligner nos amis habituels, les BHL, les Glucksmann, les Goyafi, les Servant Garcia et autres Titelman et autres Amourski, qui sont tous en général des fanatiques, ou bien
concernant BHL ou Glucksmann, des agents américains que je pense appointés, je prends mes responsabilités en le disant, et tout cela nous permettra effectivement de montrer cette duplicité, sachant que, et on le constate avec ce qui est en train de se produire, où la défaite de l'Ukraine et par conséquent de l'OTAN apparaît de façon de plus en plus claire, ne les amène pas à être modestes ou à raser les murs. Ils continuent dans le même registre. C'est d'ailleurs assez impressionnant. Voilà. Bon, eh bien écoutez, bonne vidéo, bonne vision et à très bientôt. Bonjour Hervé, bonjour les amis, nous voici de retour. Hervé, comme d'habitude, a fait un super boulot. Donc, je vais lui passer la parole immédiatement, sans perdre de temps, pour qu'il puisse nous faire le point des deux conflits qui nous occupent pour l'instant. Ukraine, où il se passe pas mal de choses, Hervé, quand même. Enfin, pas mal de choses. Il y a des évolutions. Il y a, semble-t-il, une prise de conscience en Occident de la réalité de la situation et la Palestine où la catastrophe continue sans perspective de règlement à brève échéance, ni même peut-être à moyen terme. Voilà. Eh bien, écoute à toi. Ouais. Bonjour à tous. Donc, comme à l'habitude, trois parties. La première sur le conflit en Palestine, la deuxième sur le conflit en Ukraine, et on terminera par des considérations sur l'information et la désinformation que l'on peut trouver sur différents types de médias. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, et je vais me mettre en mode diaporama. Voilà, donc nous allons commencer par le conflit en Palestine. Et vous savez que depuis le 7 octobre, avec Régis, même si nous avons des points de vue divergents sur l'analyse, l'avenir de l'État d'Israël, notamment, nous avons par contre une convergence sur l'analyse de la situation. Et notamment, depuis le départ, on pense que le gouvernement israélien a un objectif caché derrière cet objectif affiché d'éradication du Hamas. Et de plus en plus, ça se vérifie. Ça se vérifie non seulement sur le plan de la stratégie qui est appliquée, hein, qui clairement vise à vider la bande de Gaza de la majorité de sa population en la poussant vers la frontière égyptienne, mais surtout par des déclarations maintenant d'officiels israéliens, que ce soit l'ambassadrice d'Israël en Angleterre, qui a ouvertement dit que la solution à deux États n'était plus une solution viable, et qui a été reprise, bien sûr, cette déclaration par le Premier ministre israélien. Donc, on n'a pas été devin, mais on a pris simplement les données telles qu'elles étaient, et on a tout de suite pensé qu'il y avait certainement un objectif derrière stratégique qui avait été quand même relativement documenté avant le début de la guerre, notamment par les courants extrémistes de la droite israélienne. Donc, ne jamais oublier que pour ce qui concerne la stratégie de Tzahal, et ça c'est historique et ça date de Moshe Dayan, il y a une obsession du rapport de force et de la terrorisation de l'ennemi à partir de frappes qui sont disproportionnées par rapport à l'attaque qui a été subie par l'État d'Israël. Alors maintenant, si on s'intéresse à l'environnement stratégique de ce conflit, et comme on l'avait souligné également lors des vidéos précédentes, les ports israéliens de la façade maritime méditerranéenne sont quasiment fermés. En tout cas, n'accueillent plus de bateaux, de gros porteurs, et notamment de porte-containers. Donc, l'axe logistique qui devient vital pour Israël, c'est la mer Rouge, et on voit qu'il y a une stratégie de contournement par les alliés du Hamas, et certainement avec peut-être des directives de l'Iran, mais ça resterait à prouver, puisque les rebelles Houthis ont quand même une certaine autonomie stratégique. On voit que les rebelles Houthis, avec des moyens relativement rudimentaires, notamment des drones, s'attaquent maintenant de manière régulière au trafic maritime en mer Rouge, et un pétrolier qui devait desservir d'ailleurs un port israélien a été attaqué cette semaine, et à cette occasion, une frégate française, la frégate Languedoc, a également tiré deux missiles Aster 15 sur
sur des drones qui la menaçaient. Donc je le rappelle, hein, le dispositif maritime des Américains, c'est un dispositif aéronaval en Méditerranée, un dispositif aéronaval au large d'Oman, et bien sûr une partie des forces amphibies, notamment de la 26e MEU, les Marines, qui se trouve également en mer Rouge avec quelques destroyers américains, dont le destroyer Carney. Le destroyer Carney, qui a été le premier il y a quelques semaines à ouvrir le feu sur des drones Houthi, hein, qui est un navire très puissant comparativement à notre frégate Frem. J'aurai l'occasion d'y revenir. Donc, notre frégate Frem qui a tiré 2 missiles Aster 15 sur des drones Houthi qui la menaçaient. Donc, pour mémoire, un missile Aster 15, c'est 1 million d'euros à peu près, et un drone Houthi, c'est entre 10 000 et 50 000 euros, ce qui devrait amener notre marine, comme d'ailleurs tous les systèmes de défense solaire que l'on trouve même à terre, à une vraie réflexion sur la neutralisation de ces engins qui sont peu chers, mais qui menacent réellement les moyens militaires. Des moyens militaires sophistiqués. Alors, si on fait une comparaison maintenant qui est intéressante, alors cette comparaison, je l'ai prise sur une chaîne que je vous conseille de suivre, c'est la chaîne d'ATE Chouette. ATE Chouette, c'est un ancien pilote de Rafale Marine qui fait de très très bonnes analyses sur le plan technique et sur le plan stratégique. Bon, je suis un peu plus mesuré, mais sur le plan technique militaire, il est en général très très bon. Donc, il a la culture marine, la culture aéronavale, donc c'est un aviateur et un pilote de chasse. Donc, il a des analyses qui, sur ce plan-là, sont nettement au-dessus de celles de Xavier Titelman, qui lui est un bon. Ça, c'est pas difficile, hein? Non, mais oui, non, c'est pas difficile, mais et puis surtout, il reste neutre et il ne prend jamais parti. Ce sont des analyses froides et techniques, ce qui n'est pas le cas de Xavier Titelman. Donc, vous voyez sur la gauche la Frem Languedoc et sur la droite les capacités de l'USS Carney. Vous voyez typiquement, d'abord, ce sont des bateaux de taille comparable, mais pour une taille comparable, il y a un équipage qui est 3 fois supérieur sur le Carnet. Ils sont à 300 hommes et femmes, une centaine sur la Frem. Ça veut dire que sur le plan de la fatigue de l'équipage, même s'il y a beaucoup d'automatisme, puisqu'il est plus, la frégate Frem est plus récente, il y a quand même une fatigue des équipages, et surtout en cas d'avarie grave, notamment un incendie c'est la première menace, hein, sur les navires, un incendie à bord, on voit qu'avec 300 hommes, on a plus de capacité de résilience et de lutte contre le sinistre. Enfin, surtout concernant l'armement, on va regarder simplement le niveau le nombre de silos que l'on trouve sur la frégate Frem comparativement à l'USS Carney. Eh bien, la frégate Frem, vous avez 32 silos de missiles Aster 15, et vous avez sur l'USS Carney 90 silos de l'équivalent de ce missile français, mais côté américain. Donc, des capacités solaires qui sont 3 fois supérieures à la nôtre. Ça veut dire que rapidement, la saturation d'un navire tel que la frégate Languedoc de ce type-là pourrait être assez rapide. Et surtout, nous avons des navires qui manquent de moyens de tir et de canons automatiques à faible portée, puisque les navires américains ont des systèmes Phalanx, ce sont des systèmes qui sont hérités des mitrailleuses Gatling de la guerre de sécession, avec un moteur électrique qui permet de tirer quasiment 6000 coups à la minute au calibre 20 mm, et ça crée vraiment un mur de feu. C'est la dernière barrière pour protéger un navire. Donc, on a vraiment une réflexion à mener au sein de notre marine nationale pour trouver des modes de protection qui permettent justement ce mur de feu en dernière extrémité, puisque la seule arme de ce type que possède la frégate Frem, c'est 2 canons de 25 mm. Donc, une réflexion intéressante sur le plan de l'utilisation de nos moyens maritimes vis-à-vis de ces nouvelles menaces. Concernant maintenant le front terrestre, sur la bande de Gaza. Donc, les pertes de Tsahal sont actuellement de 80 morts. Donc, 80 morts, si on fait toujours cette espèce d'équation qui
qui est statistiquement peut-être plausible, mais en fait, c'est juste un ordre d'idée. 80 morts, ça veut dire que globalement, il devrait y avoir entre 200 et 300 blessés de différentes natures. Et non, ils avaient annoncé 600 blessés, oui, pardon, 600 blessés, 600 soldats blessés, 80 morts, 600 soldats blessés pour 2 mois de campagne dans un environnement urbain, c'est assez faible. Ça veut dire d'abord, à mon avis, plusieurs choses. Un, que la puissance de feu de Tsahal, puissance de feu terrestre, fait quand même la différence vis-à-vis des forces palestiniennes, des groupes armés qui sont armés très très légèrement comparativement à Tsahal et qui sont de ce fait obligés de mener des combats de harcèlement, sauf en dernière extrémité. Et là, on va en parler lorsqu'ils vont commencer à être encerclés, notamment au nord de la ville de Gaza et surtout lorsqu'ils vont être pressés contre la frontière égyptienne. Donc là, ils vont être obligés de tenir des positions. Et là, les pertes israéliennes vont forcément augmenter. C'est d'ailleurs ce que l'on commence déjà à constater. Et ensuite, Alors, parce que, oui, je voulais dire que ça, c'est la communication de Tsahal, hein. Ce sont ses chiffres officiels. Le journal Haaretz, pour ne prendre que lui, n'est pas d'accord, hein. Il y a eu des articles, des études qui ont été faites sur le nombre de blessés, des témoignages de médecins, des hôpitaux, disant que c'était beaucoup plus élevé. Voilà, c'est tout ce que ouais, moi, j'ai pas de chiffres, hein. C'est tout ce ouais, que je je peux en pense dire, que, mais ouais, il faut rappeler que ce sont les chiffres donnés par l'armée israélienne, ouais, et celle-ci, depuis le 7 octobre, s'est lancée dans une frénésie de communication et de propagande qui sont de plus en plus mises en cause, hein, en ouais, Israël même, hein. ouais. Ouais, mais je pense quand même, c'est toujours pareil, les chiffres, aussi bien du côté Hamas que du côté israélien, peut les discuter, mais je pense quand même que il y a un tel différentiel entre la puissance de feu de Tsahal et puis celle des groupes armés, que on va retrouver en fait un peu, c'est un peu, si tu veux, ce différentiel que l'on peut trouver, toute proportion gardée, bien sûr, entre l'artillerie russe et puis l'artillerie ukrainienne. Donc ça a forcément des conséquences en termes de pertes. Et ensuite, la manœuvre, le type de manœuvre qu'ils utilisent, en fait, expose assez peu en fait leur infanterie. Donc, je pense qu'on est quand même pas loin de la vérité. Sur le plan technique, bon, je dis uniquement sur le plan technique, ils manœuvrent bien là, actuellement, hein. Ils manœuvrent, par exemple, je trouve que leur manœuvre dans le combat urbain est efficiente. C'est qu'en fait, ils obtiennent des résultats par rapport à l'ennemi auquel ils sont confrontés. Concernant, alors on en revient maintenant à cette déclaration qui a surpris les quelques naïfs. Je ne sais pas s'il y en a encore des naïfs ou des gens qui n'osaient pas exprimer leur réflexion parce que c'était compliqué juste après quelques semaines après le 7 octobre pour différentes raisons. Donc là, le fait est maintenant, on va dire que le loup sort du bois, hein, et ouvertement, la notion de deux États sur la terre de Palestine est complètement écartée par le gouvernement israélien actuel. Et je pense que même dans des courants politiques qui sont éloignés du gouvernement israélien actuel, je pense que cette hypothèse de deux États, depuis le 7 octobre, est de plus en plus, on va dire, évoquée avec réticence, hein. D'où d'ailleurs peut-être cette stratégie militaire qui a été adoptée depuis le début, hein, avec ces frappes massives. Et le but, c'est bien sûr au-delà d'éradiquer le Hamas, c'est de pousser la population gazaoui vers la frontière égyptienne. Alors, Hervé est toujours mesuré, il a raison, mais moi, une de mes prises de conscience depuis le 7 octobre, bon, je connais ce conflit depuis très très longtemps. D'abord, ma première observation, c'est de constater que dans la mise en œuvre de la construction de l'État d'Israël, dans les guerres qui ont été déclenchées, toutes sauf celle de 73 à l'initiative d'Israël, je ne range pas dans les guerres l'intifada, même si les ripostes israéliennes aux intifadas, c'est-à-dire à la guerre des pierres, ont été des actes de guerre. Je m'interroge et je réponds négativement sur, dès le début, la volonté israélienne d'une solution à deux États.
Alors, je l'ai espéré, je la voulais. Le processus d'Oslo, il y avait peut-être une inflexion à ce moment-là, mais bien évidemment, je me disais, il faut ramener la paix, mais le processus d'Oslo, il a échoué du fait des Israéliens par la suite, quoi qu'on en dise aujourd'hui. Alors, sur les hésitations, c'est pas que des hésitations, parce qu'il faut voir qui est-ce qui est au pouvoir. Hein. Quand on entend les députés, les ministres venir dire non, non, on va remettre des colonies, on va les éradiquer, ils reconnaissent l'épuration ethnique, ils la revendiquent, hein, et ils sont au pouvoir, ils sont ministres. Monsieur Ben Gvir est ministre, Monsieur Yoav Galan est ministre de la Défense. Donc, je crois que chez eux, il n'en est pas question. Et quand on voit le Premier ministre, qui est là depuis longtemps quand même, hein, il y a eu des éclipses, mais il est là depuis longtemps, le Premier ministre israélien venir à l'ONU avant le 7 octobre avec une carte montrant bien que c'est le grand Israël qu'on veut, c'est-à-dire du Jourdain à la mer, hein, de la même façon que le Hamas dit du Jourdain à la mer. De la même façon, pas d'État israélien à cet endroit. Ça va être compliqué, hein. Ouais, ça va être très compliqué. Alors maintenant, sur le plan, on va dire, des opérations militaires, mais sur des théâtres éloignés, le Hamas étant en difficulté. Et là, on n'y avait pas pensé, par contre, puisque au départ, le Hamas n'avait pas cette vocation internationale. On avait pensé, bien sûr, à l'extension des opérations de la part du Hamas et des groupes affiliés sur la Cisjordanie, mais on voit que ils sont tentés de cibler des entités juives, notamment en Europe. Hein. Donc c'est tout le sens de ces arrestations qui ont lieu en Allemagne et puis au Danemark cette semaine. Donc, on serait peut-être vers une bascule en fait opérationnelle du Hamas, vers des opérations qui jusqu'à présent ils n'avaient pas réalisées, et ça serait peut-être comparable à ce qui s'est passé avec l'OLP dans les années 70. Donc, c'est à suivre. Hein, et ça serait une nouveauté sur le plan opérationnel. Surtout que parallèlement, les dirigeants du Hamas qui étaient hébergés sur le Qatar ne seraient plus en sécurité dans cet État et chercherait un point d'accueil, hein, un pays d'accueil, donc avec différentes options qui pourraient être soit l'Iran, soit le Liban, et soit l'Algérie. Donc, moi, je pense qu'il y a une quatrième option qui n'est pas citée, ça pourrait être aussi la Turquie. Hein. Et d'ailleurs, sur le plan idéologique, il y aurait plus d'accointance et moins de risques pour la Turquie à accueillir des dirigeants du Hamas par exemple, le Liban et l'Algérie. Ben, le Liban, ils ont déjà donné. Hein. Oui, c'est clair. Je pense que hein, ça leur a coûté une guerre étrangère, l'invasion israélienne, et ensuite une horrible guerre civile. L'Algérie aussi, ils ont déjà donné Mm. parce que ce sont les frères musulmans quand même. Hein. Bah, ouais. Ils ont eu le FIS, le Front islamique du salut. Ils ont eu une abominable guerre civile pendant des années. Voilà, donc c'est quand même c'est une énorme contradiction, hein, ça, le fait que aujourd'hui le fer de lance palestinien soit entre les mains d'un groupe qui est sur le plan religieux complètement intégriste Mm. et incontestablement affilié aux frères musulmans. Voilà, ça c'est leur problème. Hein. Ouais. Et puis l'Iran, bon, ils sont quand même d'obédience chiite. Je ne sais pas dans quelle mesure ça ne créerait pas également de problèmes en interne. Donc, la Turquie n'est pas citée, mais ça pourrait être tout à fait une porte de sortie de ces dirigeants, voire éventuellement, en cas de processus de reddition in fine sur la bande de Gaza, l'exfiltration des combattants une fois désarmés vers des pays qui seraient prêts à les accueillir. Donc là, la Turquie, à mon avis, ne serait pas forcément réticente, même si les alliés otaniens seraient bien sûr opposés à cette option. Donc si on regarde les acteurs de ce jeu géopolitique sur le conflit de Gaza, j'ai rajouté un acteur, c'est bien sûr l'Algérie qui pourrait être conduite à mener un rôle dans cette exfiltration des dirigeants du Hamas. Concernant les états finaux recherchés, pas de changement par rapport aux semaines précédentes. Par contre, concernant les centres de gravité des belligérants, eh bien, on voit très bien que
cette extension notamment en termes d'état final recherché, cette extension du conflit par le Hamas en Europe, c'est une option militaire au sens terroriste du terme qui semble être ouverte, à laquelle peu avaient pensé, hein, puisque ce n'était pas dans la tradition du Hamas, mais faute de pouvoir frapper là où ils veulent frapper, ils vont chercher des stratégies de contournement, que ce soit en Europe directement avec des gens qui leur sont affiliés, soit via des alliés de circonstance, comme on l'a dit tout à l'heure au début de la vidéo, avec l'attaque de ces navires en mer Rouge par les rebelles houthis, ou voire des groupes affiliés à l'Iran qui menacent les bases et qui attaquent les bases américaines qui se trouvent en Syrie et puis en Irak. Et quant à l'état final recherché israélien, sécuriser, oui, le territoire, mais surtout étendre le territoire. Et je pense que ça devient de plus en plus évident maintenant à la lumière des déclarations des dirigeants israéliens. Concernant les opérations, eh bien, sur le territoire de Gaza, elle continue et de la même manière, avec la même méthodologie, en poussant les populations vers la frontière égyptienne. Et on ne parle même plus maintenant de zone humanitaire. On se demande d'ailleurs ce que fait l'ONU ou les grandes puissances dans ce cadre-là. Je pense que de toute façon, elles vont continuer à s'agiter sur des postures communicationnelles sans chercher à faire pression efficacement sur le gouvernement israélien actuel. Sur la Cisjordanie, les opérations se sont intensifiées, hein, de la part de l'armée israélienne, notamment sur Jenin et sur Jéricho. Donc plutôt une montée en tension, hein. La frontière libanaise reste dans un état, on va dire, stationnaire. Concernant l'opération militaire pure sur la bande de Gaza, eh bien, il est clair que maintenant, comme on l'avait dit d'ailleurs dès le 15 octobre sur cette chaîne, c'est qu'ils vont terminer leur opération militaire sur la frontière égyptienne, puisque les premiers bombardements sur la ville de Rafah ont commencé. Donc, une opération qui va concerner toute la bande de Gaza, et c'est comme une opération de balai ou de ratissage, hein, avec un but qui n'est pas affiché, mais qui va de facto se réaliser, c'est pousser la population gazaoui vers la frontière égyptienne, avec ensuite une interrogation sur l'ouverture ou non de cette frontière égyptienne. Et moi, j'ai tendance à penser que cette frontière égyptienne va s'ouvrir. Par contre, concernant la manœuvre des groupes armés, lorsqu'ils vont être encerclés, que ce soit sur la ville de Gaza, les derniers poules de résistance, ils ne pourront plus conduire leur action habituelle de hit and run et d'embuscade, donc ils vont être conduits à tenir des positions. Ça va être le cas sur Jabalia, par exemple, sur Khan Younis, et peut-être in fine sur Rafah. À moins que sur le dernier carré, il y ait une négociation avec les Israéliens, avec reddition des derniers combattants, et peut-être exfiltration de ces combattants vers un pays qui serait en mesure et prêt à les accueillir. Donc cette problématique quand même des populations devient de plus en plus prégnante, mais vous remarquerez que nos médias en parlent assez peu parce que c'est un sujet qui est gênant, c'est un sujet qui montre, oui, l'inefficacité de la communauté internationale vis-à-vis d'un État comme Israël qui très clairement est en train de réaliser une épuration ethnique sur la bande de Gaza, puisque le but c'est de chasser la population gazaoui. Et bien sûr, un discours américain qui semblerait faire pression sur Israël pour qu'ils arrêtent leur opération militaire, alors que dans les faits, ils continuent à alimenter l'armée israélienne en munitions d'artillerie et en munitions aériennes, donc en bombes d'avion. Donc une posture, mais qui est démontée par la réalité, parce que si les États-Unis veulent arrêter l'opération de Tsahal sur la bande de Gaza, il suffit de couper le cordon logistique. Donc on serait, c'est terrible, hein, on serait environ à 18 000 morts civils gazaouis. Alors certains vont dire c'est les sources du Hamas, mais de toute manière, on ne va pas commencer à épiloguer sur ce nombre dramatique. Le niveau de frappe et puis la densité de population fait que les dommages sur la population civile ne peuvent être que démesurés par rapport à l'objectif qui était affiché au départ, d'éradiquer le Hamas.
Tu as un truc à rajouter? Oui, je voulais dire un petit mot à propos des réactions des pays. Nous, en France, je pense qu'en Occident, on est un pays des plus propagandistes, c'est-à-dire que dès le début, pour différentes raisons, et on se rappelle de la séance de l'Assemblée nationale, de l'ensemble des partis prenant position, se rendant à la manifestation, sauf LFI, contre l'antisémitisme, qui était, il faut être sincère, qui était une manifestation de soutien au gouvernement d'Israël. Euh, c'est caractéristique. D'ailleurs, moi, j'ai des échos venant de l'étranger, où j'ai des amis, c'est considéré comme tel dans beaucoup de pays, alors y compris dans le monde anglo-saxon, qui sont un peu surpris. Donc ça, c'est ma première observation. Faut pas s'imaginer que euh, l'ambiance qui règne en France est partagée dans d'autres pays, y compris des pays de l'Union européenne. Deuxième observation, c'est sur ce qui concerne les États-Unis. C'est assez compliqué d'avoir une idée précise, d'abord parce qu'on est en période électorale, et période électorale où les positions des candidats pour l'instant sont à peu près figées, ce qui est assez sidérant d'ailleurs, hein, où le camp démocrate s'arc-boute pour dire que le seul candidat, le seul ticket susceptible de battre Trump, c'est Biden-Kamala Harris, ce qui est quand même je veux dire, quelque chose d'extraordinaire de présenter ça comme ça. N'importe quel observateur neutre se dit, mais à quoi pense-t-il? Et puis, il y a également la partie des négociations que l'on ne connaît pas. Sur la façon dont ça se poursuit. Et je crois que l'opinion américaine est de plus en plus hostile à ce soutien unilatéral des États-Unis, qui sont les derniers. Hein. C'est-à-dire que Hmm. Israël a toujours obtenu d'avoir au moins un membre du Conseil de sécurité de l'ONU qui lui soit favorable et qui donc puisse utiliser le veto. C'est le cas avec les États-Unis. Est-ce que c'est pas un petit peu branlant? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Pour l'instant, ils soutiennent. Ça, c'est vrai. Et tu as raison de dire que la meilleure preuve du soutien, hein, la preuve du pudding, c'est qu'on le mange. La meilleure preuve du soutien, c'est que la logistique est là, le soutien à Israël est là, et si ce soutien s'arrêtait ou diminuait, Israël serait en difficulté. Tout à fait, tout à fait. Donc la seule chose à retenir, c'est que le jour où les Américains veulent vraiment arrêter les opérations militaires sur la bande de Gaza, ou les ralentir, ou faire pression sur le gouvernement israélien pour qu'il les ralentisse et qu'il les arrête avant que les premiers Gazaouis ont commencé à franchir la frontière, parce que ça va être inévitable, hein, il ne faut pas se leurrer. Hein. Dans les 2 à 3 semaines qui arrivent, je ne serais pas étonné qu'il y ait une partie de la population qui franchisse la frontière égyptienne. Hein. Alors après, il y aura certainement une négociation entre l'Égypte et puis les États-Unis en termes d'acceptabilité et puis d'organisation de ce franchissement, mais c'est quasiment inévitable maintenant. Sinon, le nombre de morts civiles va encore augmenter, mais de manière drastique. Hein. Donc maintenant, nous allons passer au conflit entre en direct l'Ukraine et puis la Russie, mais en fait, c'est un conflit de puissance. Tous les gens avertis l'ont bien compris, entre la Russie et les États-Unis. Et puis, bon, je dirais les alliés de l'OTAN, mais les alliés de l'OTAN agissent comme ça parce qu'ils n'ont pas de réelle autonomie stratégique. Hein. S'ils réfléchissaient en termes d'intérêt, avoir un conflit comme ça ouvert entre deux grandes puissances via en fait les Ukrainiens et sur le territoire ukrainien à 2 pas de l'Europe, le seul intérêt pour les Européens aurait été de tout de suite aller vers une négociation et arrêter le conflit et vers un nouveau contrat de sécurité en Europe, satisfaisant aussi bien les attentes russes que même les attentes ukrainiennes. Hein, et en termes oui, de viabilité de l'État et bien sûr les attentes européennes sur le fait de continuer à avoir accès aux matières premières russes, à l'énergie russe, mais également au marché russe qui était un marché en plein développement. Il suffit de demander cela aux dirigeants de Renault, dont c'était le premier marché à l'exportation jusqu'à ce que Renault sorte du marché russe. Donc, tu l'as dit, enfin tu l'as pas dit, on a parlé avant de commencer la vidéo, intervention du président Poutine lors de sa conférence de presse annuelle. Donc il y avait des éléments
qui était notable, hein, qui pouvait nous orienter vers l'éventuelle suite de ce que veulent faire les Russes. Donc, il a mentionné pardon, explicitement Odessa comme une ville russe, bon, sachant qu'Odessa, en l'état, c'est une base de départ pour les attaques vers la Crimée, et donc un des centres de gravité russes. Donc, pour des raisons stratégiques, il est probable que les Russes cherchent à s'emparer d'Odessa. Est-ce qu'ils en ont les moyens? Actuellement, non. Est-ce qu'ils auront dans le futur? Peut-être. Est-ce que les alliés otaniens, et notamment les États-Unis, vont laisser faire? Je pense qu'ils vont tout mettre en œuvre pour éviter que cela se passe, voire même peut-être que cela devienne un élément de négociation futur pour faire cesser le conflit. Donc, c'est à suivre. En tous les cas, actuellement, on peut constater sur le front terrestre que les Russes sont en train de façonner le front de manière à créer des lignes de débouché, hein, des lignes de débouché pour d'éventuelles offensives de printemps ou d'été, hein, donc après les élections présidentielles en Russie, donc après le 17 mars. Donc cet hiver, je pense qu'on aura droit à des offensives limitées de manière justement à réaligner le front et créer des lignes de débouché. Euh, à l'issue, dès qu'ils seront en mesure de faire ces offensives de printemps, il est possible qu'il y ait trois axes. Un axe d'effort sur Zaporizhzhia pour terminer la conquête de l'oblast de Kherson. Alors peut-être qu'ils s'arrêteront jusqu'à Nikolaïev ou peut-être qu'ils chercheront à aller plus loin. Ensuite, un axe sur Kramatorsk et un axe sur Kharkov. D'ailleurs, les Ukrainiens sont en train de fortifier la frontière entre l'Ukraine et la Russie pour protéger Kharkov. Voilà. Alors, les alternatives militaires, hein, de toute façon, maintenant, pour les forces armées ukrainiennes, c'est de passer en stratégie de défense. Hein. Donc, concéder des replis stratégiques hein, sur des positions qui ne sont pas tenables et qui génèrent des pertes humaines importantes. Et puis, après, attendre les Russes, comme les Russes les ont attendus sur leur position défensive de Zaporizhzhia. Donc, concernant les centres de gravité ukrainiens, une très, très forte tension sur la ressource humaine mobilisée et mobilisable, qui ne fait que se confirmer au travers de différentes déclarations, que ce soit des déclarations politiques internes à l'édifice politique ukrainien, mais également d'autres publicités qui commencent à sortir dans les grandes villes ukrainiennes. Donc ça, c'est une photo d'une publicité dans la ville de Soumy, laissant entendre que ce couple-là, ils sont ensemble à la maison, mais ils sont aussi ensemble sur le front. Donc, cette dette et ce déficit de ressources humaines pourrait conduire quand même à des extrémités qui sont quand même assez inquiétantes pour l'avenir du peuple ukrainien. Alors j'ai une question, Hervé, à ce stade, parce que on en reparlera peut-être au moment du bilan humain pour l'Ukraine, mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas de réaction de la population? Il ne semble pas il y a que de temps en temps des manifestations sporadiques, il y a des vidéos d'unités qui ne veulent pas monter en ligne, mais vu ce que subit l'Ukraine, parce que c'est terrible ce qu'elle subit maintenant depuis 2 ans, euh, politiquement, ça ne réagit pas. Il y a pas alors il y a les divergences au sommet, mais ça, ce sont des questions de pouvoir immédiat. Je suis, elle est terrible cette affiche. Elle est terrible. On va aller, on va aller faire son marché ensemble et puis après on ira au front ensemble. Ouais, attendez. Il n'y a pas de réaction, semble-t-il, en Ukraine. En fait, il y a deux choses derrière cette affiche qui sont inquiétantes. Bien sûr, c'est de voir que ce déficit en ressources humaines qui peut pousser à envoyer des familles, hein, des familles quasiment entières au front, puisque imaginons que ce couple-là, ils aient des enfants ou un enfant qui soit mobilisable. Donc potentiellement ensuite des orphelins, hein, puisque si le père et la mère meurent. Ensuite, on peut se poser la question également de l'entraînement de ces personnes-là. Et de plus en plus, il apparaît que cet entraînement est réduit au strict minimum. Hein, c'est au maximum 3 semaines d'entraînement, des personnes qui ne sont pas forcément en condition physique pour être en situation sur le front. Alors, maintenant que les Ukrainiens vont passer en stratégie défensive, il y aura moins d'impératifs, on va dire,
physique comparativement à des troupes qui attaquent et notamment qui réalisent des assauts, notamment en milieu urbain. Mais en tous les cas, oui, ça pose de vraies questions. Et puis, on voit très bien que cette mobilisation touche toujours le même type de personnes en Ukraine. Donc, ce sont des gens relativement âgés, donc qui ont la quarantaine, entre 40 et 60 ans. Ce sont beaucoup de personnes qui viennent des minorités linguistiques, hein, que ce soit les Magyars, que ce soit les russophones. D'ailleurs, beaucoup de russophones. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, lorsqu'il y a des contacts de très près entre les soldats russes et notamment et les soldats ukrainiens et qu'il y a des négociations de tranchée à tranchée pour une reddition, ça se fait en russe. Hein, et comme je l'avais souligné lors d'une vidéo précédente, eh bien, la première question que posent les soldats russes, souvent, c'est vous êtes russe, vous êtes ukrainien, voilà, on est russe et la conversation se fait en russe. Voilà. Concernant la guerre industrielle qui continue, eh bien, il y a des réflexions qui commencent à sortir également de la part des soldats ukrainiens et notamment des artilleurs ukrainiens. C'est que, par exemple, le César qui a été tant vanté, en fait, ils ont du mal à l'utiliser parce que je pense que c'est un positionnement en fait avec une centrale inertielle qui permet de le positionner via le GPS et je pense qu'ils ont du mal à le positionner parce que la menace des drones euh, est tellement prégnante qu'ils sont obligés de les camoufler, ce qui fait que les centrales de guidage GPS de ces pièces d'artillerie ont du mal à se caler, donc ils ont du mal à les utiliser. Donc c'est une pièce qui est très attractive, mais maintenant que les Russes saturent l'espace aérien de drones rôdeurs, de munitions rôdeuses comme le Lancet, c'est compliqué de les utiliser. Et donc ils se rabattent sur les obusiers américains M777. Hein. Et ce qui est intéressant, ça va également à l'encontre de ce qu'imaginait l'OTAN en termes de jeux d'artillerie. On se retrouve avec des positions d'artillerie qui sont quand même relativement statiques, hein, et qui permettent de tirer sans trop changer de position, hein, à partir du moment où elles sont camouflées et que les artilleurs arrivent parfois à les déplacer de quelques centaines de mètres uniquement. Donc, c'est intéressant de voir encore une fois que l'hypertechnologisation des matériels militaires occidentaux ne correspond pas forcément au caractère abrasif du front ukrainien et puis surtout à la grande dangerosité qui accompagne la guerre de haute intensité pour ces matériels. Maintenant, on va parler de cette offensive sur le Dniepr, hein, qui a commencé quasiment vers le mois de juillet-août, avec ses premières incursions et traversées du Dniepr qui ont été faites d'abord par des brigades territoriales et maintenant qui sont faites par 4 brigades d'infanterie de marine, regroupées dans une division d'infanterie de marine ukrainienne. Donc la difficulté pour ces hommes, c'est de traverser le Dniepr par petite embarcation pour éviter d'offrir des cibles attrayantes pour les frappes aériennes russes, mais l'artillerie russe, voire les drones russes. Donc des troupes légères dont l'action s'est focalisée sur la zone de Krinky. Alors c'est pareil, hein. Moi j'ai du mal à comprendre parce que même si au départ, sur le plan tactique, on pouvait imaginer qu'ils pensaient atteindre l'autoroute M14, ce qui avait du sens, mais ce n'est pas faisable, c'est impossible avec le différentiel de puissance de feu. Donc des troupes qui sont en fait gaspillées et qui se font massacrer sur la rive est du Dniepr, alors que de facto, on ne peut que constater que l'armée ukrainienne est en manque de réserve et en manque d'effectifs. D'où les dissensions. Attends, Hervé, Ouais. je voulais dire une petite chose à ce propos. C'est c'est très révélateur, euh, cette histoire. C'est qualifié par des Ukrainiens de crime. Sur le plan militaire, c'est le cas. Ouais. C'est-à-dire qu'on envoie des gars tenir une position qui est intenable, on les envoie se faire massacrer. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Sur le plan rationnel, c'est absurde. Non, ça n'est pas absurde. On est dans une guerre de communication. Le terrain de la guerre, c'est aussi la communication. C'est l'invention par l'Occident d'une réalité, hein, comme disait Karl Rove, qui était un des conseillers de Bush. Maintenant, nous créons notre propre réalité, à vous de vous y adapter. On crée une réalité, hein, qui est celle de la possibilité pour les Ukrainiens d'avoir une tête de pont, de percer, etc., en sachant pour ceux
qui en donne l'ordre que ça n'arrivera pas, mais parce que sur le plan de la communication, ça permet de faire arriver aux dirigeants corrompus de l'Ukraine des milliards de dollars. C'est ça le problème. C'est de continuer. Hein, et hier, je voyais bien qu'on nous envoyait sur les plateaux Bernard-Henri Lévy et Glucksmann, qui sont les pires des militants néoconservateurs chez nous, les pires relais des intérêts américains et qui venaient demander de l'argent. Hein. Donc, le choix n'a aucun intérêt militaire direct autre que celui d'une communication. Alors là, Titelman, tous les autres, l'œil du Kremlin, Amourski et compagnie, ils sont là. Ah oui, vous allez voir, c'est magnifique. Il y a des gars qui sortent leur double décimètre et qui mesurent les centimètres carrés qui ont été gagnés. Hein, à quel prix de vie humaine. Hein, et là, on a l'impression, et on le voit dans les commentaires en dessous, les gens qui sont mal informés. Ah, vive Slava Ukrainia, vivement que ça arrive, etc., etc. Hein, tout ça est une abomination, simplement une abomination, c'est-à-dire que le sang sert à financer la corruption d'un régime, l'enrichissement du complexe militaro-industriel américain et le maintien au pouvoir de directions au sein de l'Union européenne qui n'ont, à mon avis, plus rien à y faire. Donc, concernant les centres de gravité des belligérants, eh bien, sans surprise, les effectifs mobilisables et mobilisés vont devenir le point crucial de ce conflit pour les Ukrainiens. Quel que soit le matériel qui réussira à être débloqué, les munitions qui réussiront à être débloquées, bon, déjà, il faut qu'ils soient débloqués parce que débloquer des milliards, il faut être capable de les transformer en matériel sur le plan industriel et en munitions sur le plan industriel. Ça va être vraiment le nœud gordien de ce conflit. Donc, pour en revenir à cette opération dramatique sur Krinky de franchissement du Dniepr, eh bien, le but, c'était bien sûr d'atteindre la M14, mais c'est complètement impossible. Et c'est une affaire qui va, j'espère, va se terminer pour les soldats ukrainiens le plus rapidement possible, parce qu'ils sont très, très mal utilisés, alors que le front serait plutôt le front ukrainien serait plutôt en train d'être en difficulté dans de nombreux endroits. Et je ne comprends pas pourquoi on utilise comme ça, de manière mal à propos, sur le plan stratégique, 4 brigades de marine ukrainienne, d'infanterie de marine ukrainienne. Alors, c'est toutes les dissensions entre Jalouzny, Zelensky et Syrski viennent de cela. Hein. Depuis Bakhmout, Jalouzny ne valide plus aucune des options stratégiques du président Zelensky et du général Syrski. Donc, il s'est retiré. C'est pour ça qu'on ne le voit plus, hein, d'ailleurs. Il a été mis un petit peu sur le banc. Et donc, voilà, donc c'est cette vraie dissension. Et je pense que même sur l'offensive de Zaporizhzhia, il était très, très mesuré et qu'il n'aurait pas déclenché, ou du moins, il n'aurait pas fait durer aussi longtemps. Alors, il y a quand même toujours, pour moi, une interrogation, tu le sais depuis le début, hein, c'est la centrale de... Voilà. Hein. C'est la chair centrale de notre ami Hervé. Oui, parce que c'est vrai que les Ukrainiens sont en difficulté, mais honnêtement, tant qu'à gaspiller inutilement l'infanterie de marine sur Krinky, il y a probablement un coup encore à jouer sur Energodar, mais bon, on verra si ça se vérifie ou pas. Avec quoi? Oui, avec quoi, oui. Et puis bon. Bref, donc sur le front de Donetsk, donc Marinka est libérée. Donc ça veut dire qu'à partir de là, ça leur crée une ligne débouchée pour continuer vers l'ouest. Je vais montrer des options qui ont été proposées par certains analystes, qui sont intéressantes. Sur Avdiivka, le combat se poursuit, hein, avec bien sûr la poursuite de la tenaille. Hein. Voilà. Donc Marinka, il y a des options de percées qui peuvent se concrétiser, notamment vers Kurakove. Ça serait peut-être l'option la plus jouable pour les Russes. Donc, on en revient à ce dont je parlais, ces fameuses lignes de débouchés, hein, de manière à faire des offensives limitées, de manière à créer des lignes de débouchés pour créer ensuite la capacité à déployer une offensive de niveau opératif. Sur le front d'Artemovsk, anciennement Bakhmout, mêmes choses, les Russes sont en train d'avancer vers l'ouest, en créant à nouveau, en reconquérant tout le terrain qui avait été
chèrement gagné par les Ukrainiens, notamment au sud, sur Klishivka, et notamment par la brigade Azov, la fameuse brigade Azov. Hein. Et puis, donc, ils avancent, hein, et ils cherchent justement à créer cette fameuse ligne de débouché dont je parlais. Alors là, ça serait plutôt en direction de Kramatorsk. Sur le front de Seversk, je pense que Seversk pourrait devenir également une nouvelle opération de type Bakhmut comme pour les Russes, hein, comme celle qui est en cours en ce moment sur Avdiivka. Donc c'est une zone à suivre avec sans doute peut-être une tenaille qui pourrait se mettre en place de la part des Russes. Sur le front de Kupiansk, donc les Russes ont avancé sur Sinkovka, ils seraient arrivés aux lisières ouest de Sinkovka. Donc, cette opération, ce front-là est à suivre, sachant que les Ukrainiens, bien sûr, sont retranchés dans la ville de Kupiansk, mais auront un avantage sur le plan défensif, puisqu'il y aura la rivière Oskol à franchir, et eux seront sur les hauteurs qui se trouvent à l'ouest. Donc, une opération qui n'est pas forcément facile pour les forces russes. Donc voilà l'état des avancées des Russes concernant le front de Kupiansk. Alors, cette fameuse avancée sur Kourakove à partir de Marinka, et qui permettrait également d'encercler Ougledar. Et on voit très bien comment la manœuvre russe pourrait se développer de manière à récupérer cette zone durant l'hiver. Donc ça, j'en ai parlé. Alors, ça, ce sont des images des travaux de fortification ukrainiens sur la frontière entre la Russie et puis l'Ukraine à proximité de Kharkov. Donc, on remarque que les Ukrainiens sont en train de refaire leur petite ligne Surovikin en utilisant les fameuses dents de dragon qui pourtant avaient fait tant sourire ici sur les plateaux et ailleurs. Alors, quelles sont les options stratégiques pour la suite? Bon, il est évident que les Ukrainiens, comme on l'a dit précédemment, sont passés en stratégie défensive. Donc, comment vont-ils articuler cette stratégie défensive? Est-ce qu'ils vont être prêts à concéder des replis stratégiques ou défendre les positions actuelles, sachant que, par exemple, sur Zaporizhzhia, l'avancée de Robotine, le saillant de Robotine, c'est un saillant qui est intenable. Il est intenable dans la durée. Donc, à terme, c'est un saillant qui va être réduit par les Russes ou évacué par les Ukrainiens de manière à se rétablir sur des lignes de défense qui auront été préparées un peu selon le mode que l'on vient de voir sur la petite vidéo précédente. Donc, quels sont les replis stratégiques auxquels ils vont être prêts prêts à réaliser de manière à ne plus perdre de terrain et ne pas perdre de terrain. Parce que autant ils voulaient conquérir du terrain jusqu'à l'été, maintenant on est plutôt sur une dynamique, c'est éviter que les Russes soient en capacité d'avancer trop loin. Et quand je dis avancer trop loin, c'est bien sûr reconquérir les oblasts qui ont été annexés, et notamment celui de Kherson, et puis après, au-delà de Kherson, peut-être aller jusqu'à Odessa. Voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Non, non. Donc maintenant, on va parler un petit peu d'information, désinformation. Donc, évidemment, pour appuyer le narratif actuel qui est que la Russie serait une menace pour l'OTAN et que si la Russie perd, si l'Ukraine perd la guerre, eh bien la Russie va envahir totalement l'Ukraine, ce qui est sur le plan géostratégique une absurdité lorsqu'on comprend un petit peu sur le plan géopolitique ce que les Russes veulent faire et veulent conquérir en Ukraine, hein, des régions qui sont historiquement riches, hein, sur le plan agricole et sur le plan industriel, et qui sont des régions où il y a une majorité de russophones et de populations d'origine russe. Conquérir la Galicie ou même conquérir la région de Kiev, qui sont des régions où les populations leur sont majoritairement hostiles, ça n'a aucun intérêt. Et ça serait même en difficulté. En tout cas, pour appuyer ce narratif, il y a pas mal, bien sûr, il y a la campagne de communication qui est orchestrée derrière par les spin doctors ou des agences de communication ou des agences de presse anglo-saxonnes. Donc, il y a des informations secrètes qui sont sorties dans Bild avec le plan de Poutine jusqu'en 2026. Première réflexion, c'est que 2026, je trouve ça assez éloigné.
hein. Pour le moins. Ouais. Et je pense que l'année 2024 va être une année cruciale pour ce conflit, d'une manière ou d'une autre. Ensuite, le célèbre journaliste de LCI, Jérôme Garot, qui a eu son heure de gloire parce qu'il a posé sa question à Poutine, qui lui a répondu de manière désinvolte. Ben, depuis le début, moi, ce qui m'étonne, c'est que le pouvoir autoritaire du Kremlin autorise une chaîne ouvertement hostile comme LCI Pour le moins. à, oui, à agir librement ou quasi librement sur le sol russe et en plus en utilisant également des journalistes indépendants russes, hein. Donc non seulement il y a des reporters français, mais il y a des journalistes indépendants russes qui en fait critiquent ouvertement le gouvernement russe sur la chaîne LCI. Donc comme toujours, les choses ne sont pas binaires et qu'il y a une forme de liberté de la presse en Russie, même si elle n'est pas celle que l'on peut trouver aux États-Unis ou ailleurs. Il y en a une, en tout cas, elle est supérieure à celle que l'on peut trouver en Chine, par exemple, ou en Iran, ou même en Arabie saoudite, dans des monarchies du Golfe. Donc, toujours comprendre que des régimes, il faut un régime comme le régime russe, il faut l'analyser de manière un petit peu subtile et avec des nuances. Hein, sans oublier que LCI peut être visionnable en Russie sans utiliser un VPN, contrairement à RT en France, par exemple, qui a été interdit, et que les Russes francophones ont été d'abord agacés par LCI et maintenant regardent LCI comme une chaîne de propagande qui les amuse beaucoup. Hein, donc voilà. Voilà où on en est en termes de liberté de la presse de part et d'autre. Je parle en termes de réciprocité des médias occidentaux et des médias russes qui peuvent agir sur leur territoire respectif. Alors, ce qui est pénible, justement, dans cette petite séquence, finalement, ce que tu viens de dire, les Russes, ça les fait rire, ricaner, j'imagine, c'est que c'est humiliant pour nous. C'est humiliant pour les Français que nous sommes de voir le niveau, ce journaliste dont on a l'impression à chaque fois qu'il va s'endormir avant de finir ses phrases, et qui vient avec une arrogance invraisemblable intellectuellement. Hein, une espèce de confiance en lui, ben, sans blague. C'est le patron de la première puissance militaire du monde. Il est un peu confiant, hein, et ensuite une certaine désinvolture vis-à-vis de moi, c'est ce que ça voulait dire. Non, mais le mal poli en plus, Poutine, hein, quand il n'a pas 50 cancers, que c'est pas un hologramme, il est mal poli. Ah bon, non, mais c'est horrible. Le niveau qu'on a atteint, c'est vraiment horrible. C'est tellement humiliant que c'est insupportable. C'est la raison pour laquelle je ne regarde jamais ces chaînes, mais que j'en ai des bouts naturellement sur les réseaux. Non, non, mais en fait, on se rend compte, tu vois, le président Macron n'est pas critiqué de cette manière-là sur les chaînes russes. Ils ont Hein. tort, mais bon. Non, non, mais il pourrait Mais être évidemment, attaqué personnellement mais bien sur plein de sûr, domaines, sur plein de domaines. Donc, il oui, n'est mais pas bien sûr. attaqué. Donc, nous, on s'est lancé dans une psychologisation, une psychiatrisation du président russe. Bon, là, c'est le dernier exemple. BFM, cette semaine, ça faisait longtemps qu'ils étaient plutôt calmes, avec l'inénarrable Ulysse Gosset. Mais la santé mentale de Poutine, tu entends? Oui, oula. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est dans une toute autre dimension, toute autre dimension que la nôtre. Et quand vous lui reprochez d'envahir l'Ukraine, lui pense sans doute qu'il a le droit de reconquérir un territoire perdu. Bonsoir Marc Ayat. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce soir dans cette émission spéciale sur BFM TV. Vous êtes psychiatre, psychanalyste, et vous venez de publier Du névrosé d'antan à l'homme limite d'aujourd'hui. C'est aux éditions de la compagnie littéraire. Je reprends ce que disait à l'instant Ulysse Gosset, Marc Ayat. On a souvent eu le sentiment, notamment depuis ces 8 derniers mois, que Poutine vivait dans un monde parallèle au nôtre. Comment est-ce que le psychiatre que vous êtes analyse cette situation-là? C'est très difficile de faire un diagnostic lorsqu'on n'est pas en présence du patient, lorsqu'on appelle le voilà. Cependant, on peut... Fin de la blague, fin de la blague. Il est difficile de faire un diagnostic quand on n'est pas en présence du patient. Bon, de toute façon, En ça ne présence du concerne... patient, en ouais. présence du Ouais, patient, ben ouais. oui. Hein, mais dites donc, docteur Ayat, puisque vous êtes psychanalyste, vous êtes psychiatre, bon, ça je reconnais, psychanalyste, mon Dieu, hein, ça vous dirait pas d'aller ausculter Biden, hein, au moment d'une de ces crises, quand il dit bonjour aux plantes vertes, ce serait amusant, non?
Mais c'est épouvantable, c'est Non, mais épouvantable. on attend l'analyse de la cropoculture des selles du président Poutine, Oui, volée par les agents en liaison avec l'ex-agent du KGB Girnov pour voir s'il n'y a pas éventuellement des miasmes qu'on aurait oubliés dans le bilan de santé du président Poutine. Bon, bref. j'ai vu que Girnov, alors les médias français n'en veulent plus, c'est tellement couvert de ridicule, il a été recyclé dans une chaîne ukrainienne. Ah ouais? Ah ben oui, Ah ben, oui, oui, oui. Alors non, mais, là, c'est déjà un petit peu différent. Moi, je pense qu'il a intérêt à regarder derrière lui quand il se promène dans la rue, lui, hein. C'est ses affaires, hein, c'est pas les ouais, ouais, miennes. ouais, Mais bien sûr, bien sûr. Bah, écoute, hein, on ne peut pas faire les choses comme ça. Ensuite, on en avait reparlé un petit peu avant de commencer la vidéo, c'est encore une fois les pertes russes. Donc la Russie a perdu 87% de ses troupes en Ukraine. Mais ce sont des renseignements bien sûr russes. Pour les pertes russes, notamment les morts russes, il faut regarder non, Mediazona. c'est des informations ukrainiennes, Oui, hein, oui, bien sûr, ouais, bien et sûr. de l'Institut Pour la de guerre. l'étude de la guerre Ouais. dirigé par la famille Kagan. La famille Kagan. Mais pour ce qui est des, je ne dis pas que les Russes n'ont pas de pertes, mais pour ce qui est Bien sûr des que pertes non. russes, il faut suivre notamment les morts russes depuis le début de la guerre, Mediazona, qui est un média de l'opposition russe et qui suit ces pertes. Et personne ne le cite, ou très rarement, parce qu'évidemment, les chiffres qui sortent en termes de morts sont gênants, et notamment même en termes de tendance. Et il y a un rapport avec les grandes batailles, donc c'est pour ça que c'est assez fiable. Et c'est jamais bien sûr noté sur les plateaux télé parce qu'évidemment ça détruit totalement le narratif tel qu'il est. Donc là on est à peu près à une quarantaine de milliers de morts de Russes dus au conflit depuis début février. Ça veut dire que globalement tu dois avoir avec les morts peut-être 140 000 au total. Alors, 140 000 blessés à des degrés divers. Tu vois, tu as ceux qui sont blessés gravement, ceux qui sont blessés légèrement. Voilà. En tous les cas, pour les morts, c'est 40 000. Et donc, voilà les fameuses courbes. Et on voit très, très bien sur les courbes de Mediazona, qui sont la dernière mise à jour, ça date du 1er décembre. On voit très bien les tendances des pertes russes en fonction des batailles importantes. Hein, on voit très bien arriver, on voit très bien les pertes importantes au début de l'opération spéciale, notamment sur la zone de Kiev, où les combats avaient été assez durs. Et ensuite, on voit très bien les pertes importantes des grandes batailles, notamment la bataille de Bakhmut en janvier, février et mars. Et ensuite, on voit que les pertes remontent un petit peu du fait du retour à l'offensive des forces russes. Hein. Donc tout ça, il y a toujours un petit peu décalage entre la statistique, bien sûr, et puis les pertes enregistrées, mais tout ça a une logique. Alors, maintenant, l'ineffable Guillaume Ancel, je pense qui lui aussi fait partie des intervenants les plus délirants que l'on peut trouver sur les plateaux télé, qui a fait un dernier article sur son blog Ne pas subir, mais comme je dis souvent, c'est ne pas subir, mais surtout ne pas trop réfléchir. Hein, et là, on est sur une critique ouverte de l'armée ukrainienne. Hein, qui n'a pas appliqué vraiment, qui n'a pas compris les doctrines OTAN, et puis euh, qui en fait se conclut quasiment sur la nécessité d'un engagement plus poussé de l'OTAN si on veut éviter que la Russie gagne la guerre. Vous vous rappelez que Guillaume Ancel, Ancel, il y a 3 mois, c'était l'homme de la digue russe qui allait céder. Hein. Voilà. Donc, comme tu le dis souvent, c'est à la fin de la foire qu'on va compter les bouses. Là, on commence à les compter quand même, les bouses. Hein. Alors, Et, il y a une petite remarque à propos que tu avais faite déjà dans des vidéos précédentes, à propos des informations sur les pertes, c'est que mais tous les médias occidentaux l'ont repris, ce ratio de 87% rend impossible la poursuite de l'opération militaire spéciale. Donc, et il n'y a personne sur les plateaux, y compris les observateurs ayant normalement des compétences militaires, qui peuvent réfuter ou qui ont le courage de réfuter. Alors, quand je dis le courage, bah, ça peut être le ticket pour la porte de sortie, hein, parce que c'est souvent le cas. Alors, si j'ai vu que Benoît Billan, très, très prudemment, avait dit, mais peut-être qu'il ne faut pas souscrire à ce chiffre-là, d'abord, on a dit d'où il venait, qu'il ne correspondait pas au réel, qu'il nous installait donc, comme le disait Ulysse Gosset, dans une autre
réalité, une autre dimension. Ben oui, c'est nous qui ne sommes pas dans la bonne. Hein. Et ensuite, le problème de l'impossibilité. C'est un peu comme dans les théories du complot. Les théories du complot, moi je pense que la première critique, c'est de dire, attendez, c'est un complot impossible parce qu'il faudrait que ça rassemble, etc. Et là, vous nous servez une information qui n'est pas possible, qui n'est pas possible parce que le réel se fracasse contre elle et sans passer par Mediazona déjà. Mm. Alors après, il faut le faire, mais sans passer par Mediazona. Ce que vous nous dites là ne tient pas debout. Bon, Voilà. Donc, tu sais, il y a eu les résistants de la dernière heure. Maintenant, il y a les réalistes du dernier mois. oui, Euh, jolie formule. oui, c'est vrai, mais c'est exactement ça, puisque ce que l'on dit, nous, on le dit depuis un moment, parce qu'on analyse des choses en essayant d'être rationnel, même si on a quand même des biais d'opinion, comme tout le monde. Mais, et on voit très bien que ce que l'on a dit pendant des mois, en fait, se réalise, malheureusement pour les Ukrainiens d'ailleurs. Donc, toujours pareil, donc le grand retour, c'est le grand retour je sais pas pourquoi ça fait ça, je ne veux pas pouvoir passer la vidéo, donc à la POD, donc ça a été un affrontement entre je sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, tant pis, je vais bloquer la vidéo. Un affrontement entre elle et puis Renaud Pila, hein, qui s'était quasiment en train de se dire, mais qui a dit cette connerie-là? Mais non, c'est pas vous, c'est vous. Enfin voilà. Donc on est à ce niveau-là quand même. Bon, c'est le plateau de Brunet. Le plateau de Brunet, c'est toujours un plateau qui est assez truculent, je trouve, le soir. Ça commence toujours, mais on a dit n'importe quoi. Bon, de toute façon, il prépare rien. Lui, le but, c'est de faire un petit peu de buzz autour avec différents intervenants. Alors, Régis Le Sommier, hein, qui est quand même, on va le dire, hein, on va parler un peu vulgairement, qui en a quand même aussi pris plein la gueule hein, pendant de nombreux mois. Oula. Hein. Donc là, il sort la sulfateuse, hein, c'est logique, hein, donc, et notamment, c'est visiblement difficile à dire, on s'est planté, oui, c'est exactement ça, quoi, hein, depuis 1 an et demi. Hein. Là, c'est compliqué, là, maintenant, pour tout, et notamment comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. Isabelle Lasserre. Isabelle Lasserre, qui d'ailleurs pointe à l'Institut Hoover. Là. Hoover, c'est un think tank américain. Et puis, bien sûr, il y a BHL, le 11-06-2023. Donc, on va dire 5 jours après le début de l'offensive ukrainienne sur Zaporizhzhia, disait la stratégie ukrainienne est brillante. Hein, oui, avec des Ouais, soutiens mais comme. Hein, comment oses-tu critiquer l'inventeur de la stratégie du cheval de Troie inversé quand bien même, hein? sûr, bien sûr. Ah ouais, non, parce que c'est quand même, elle a produit des résultats phénoménaux, hein. Mais il était encore invité hier soir chez Rochebin, tu Mais vois, bien Bernard sûr, mais bien Rochebin. sûr. Et après, il y avait Yakovlev, donc là, j'ai pas regardé, parce que de toute façon, je suis allé à un concert de rock. Bon, voilà, bref, je passe. Alors, par contre, une excellente intervention toujours pareil, d'Hubert Védrine, hein, qui a très textuellement et de manière argumentée dit que les colons israéliens en Cisjordanie se comportaient comme les Américains avec les Apaches. Hein, c'est ça. De toute façon, c'est le Far West hein, actuellement. À partir du moment où en Cisjordanie, à partir du moment où tu distribues 10 000 armes à des civils, c'est le Far West. Et les Palestiniens, ce sont les Indiens. Alors, pareil, hein, un blog que je conseille à nos lecteurs de suivre, c'est La Vigie du général Kampf, avec des interventions qui sont toujours rationnelles, même il a travaillé à l'OTAN, tout ça, c'est quand même un des rares qui est capable d'analyser rationnellement ce qui se passe actuellement en Ukraine. Et il y a un article qui est intéressant sur les dissensions au sein de la direction politique et militaire actuelle ukrainienne avec des, des remarques qui sont intéressantes sur le plan des origines, l'origine notamment du décès du proche de Zaloujny, hein, qui aurait été impliqué dans des affaires de corruption, hein, de détournement d'argent. Donc, ensuite, l'intervention également de plus en plus pressante et déstabilisante pour le pouvoir ukrainien d'Arestovitch. Arestovitch, je rappelle qu'il s'est prudemment exilé. Alors, il était en Italie, mais je ne sais pas exactement où il est New maintenant. York, il est à New York Il est à maintenant. New York, voilà, tu vois. Donc, il s'est prudemment exilé hein, après,
avoir réellement enfin, avoir annoncé que lors d'une frappe sur Dniepro, ce n'était pas un missile russe qui était tombé sur le bâtiment qui avait fait de nombreux morts, le bâtiment d'habitation, mais un missile de la défense antiaérienne ukrainienne qui s'était écrasé. Enfin, voilà, donc il a été exfiltré, il s'est exfiltré par lui-même, et depuis, il est très très critique, sachant qu'en 2019, c'était un 20 ans guerre, lui. Hein. Oui. Il avait affirmé lors d'une interview qu'il fallait que l'Ukraine ait une guerre et la gagne pour rejoindre l'OTAN. Bref. Ah, Benoît Bihan, tu en as parlé, donc Benoît Bihan, il fait un constat, hein, c'est que si la stratégie militaire des États-Unis était d'affaiblir l'armée russe, après 2 ans de conflit, de facto, on ne peut que constater que ça l'a plutôt renforcé, puisqu'ils ont mis en place des modes opératoires qui étaient, on va dire, peu efficaces au départ. Hein. Ils ont fait monter en puissance leur complexe militaro-industriel. Ils sont montés en effectif, donc c'est plutôt un objectif raté sur ce plan-là. Alors c'est cette intervention du général Kempf qui est intéressante. Ah, mais pourquoi ça fait ça? Ah, dommage, dommage, tant pis. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, il explique globalement dans cette intervention que de toute façon, l'Ukraine est dans une situation en fait, sur le plan militaire qui est inquiétante et qu'ils doivent absolument passer en stratégie défensive et que les gens sont sidérés hein, sur le plateau quand ils écoutent parler justement et décrire en fait la situation. Hein. Donc on est sur LCI et c'est assez courageux de sa part. Ensuite, le général Gomard, sur les hypothèses que la Russie attaque après l'Ukraine, ce n'est pas crédible. Euh, Ensuite, bien sûr, il dit que il faudra éventuellement que l'Ukraine ait quand même les moyens de se défendre. Et trois, en fait, ces pays-là ne sont pas slaves, donc ça n'a pas, sur le plan géopolitique et sur le plan anthropologique ou même culturel, ça n'a pas d'intérêt pour la Russie. Et puis, je me cite moi-même, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même de toute Absolument. façon. Et donc, il y a 2 mois sur TVL, j'expliquais cette notion de centre de gravité qui est fondamentale hein, sur l'analyse d'un conflit au plan stratégique. Et il y a 2 mois, j'avais signalé déjà que le centre de gravité ukrainien qui commençait à être affaibli, c'était la ressource humaine. Après, on avait continué à le constater en remarquant l'âge avancé des soldats que l'on voyait sur les vidéos, même les vidéos de propagande qui étaient reprises par LCI. Et donc, on voyait qu'il y avait cette tension qui était importante sur la ressource humaine ukrainienne. Et enfin, la chaîne que je conseille de suivre sur le plan technique, aéronautique, et puis l'analyse des éléments qui sont liés au conflit, même si c'est un aviateur, il a quand même sur le plan terrestre, il a aussi des analyses qui sont pertinentes, et sur le plan maritime également, puisque c'est un ancien pilote de Rafale de l'aéronaval, c'est la chaîne de ATE Chouette, voilà. Quelqu'un de compétent et qui n'a pas de parti pris. Et bien sûr, la chaîne de American Legends, hein, qui fait une très très bonne analyse du franchissement du Dniepr depuis 2 mois par les forces ukrainiennes. Hein, alors toujours, c'est son habillage qui est un petit peu surprenant au départ, mais je trouve que l'analyse est très très pertinente. Il n'est pas tout le temps pertinent, hein, puisqu'il y a des vidéos que je n'ai pas regardées entièrement, mais celle-là est très intéressante parce qu'il va chercher des informations précises, que ce soit sur les brigades, sur le déroulé des opérations, et c'est intéressant également à regarder, donc je conseille à tout le monde de regarder cette vidéo. Voilà, j'ai terminé, j'arrête le partage. J'espère qu'on a été plus court que d'habitude. Oui, enfin pas tellement, mais tout était indispensable, me semble-t-il. Voilà. Hein. Donc voilà, on va saluer nos fidèles. Ah, il Euh, faut dire que pendant 2 semaines, on va se mettre en pause. voilà, alors oui, ben oui, puisque ce sont les fêtes. Alors il y aura, s'il y a besoin, Voilà. hein, si jamais Zelensky encercle Moscou, oui, je pense que les troupes ukrainiennes investissent le Kremlin, on interviendra.
ou le contraire, hein, si Vladimir Poutine entre à Kiev. Euh, mais on va faire comme tout le monde, on va prendre à la fois un peu de repos et profiter de la vie de famille. Donc, merci de nous avoir suivis. Vas-y. Ouais, suivez-nous sur Twitter, partagez la vidéo, faites les commentaires parce qu'il est clair que depuis que l'on parle de la Palestine, on est à une visibilité qui est plus basse, hein. Sur les vidéos, c'est clair. Ouais, Sur les ouais. vidéos, c'est clair. Alors, ça s'était un peu redressé. Mm. Bon, donc n'hésitez pas. Je rappelle aussi, une fois de plus, à ceux qui nous ont suivis jusqu'à ce moment-là, que ceux qui sont intéressés par le PDF dont se sert Hervé, bah, vous le réclamez avec l'adresse email qui est dans la description et il vous sera adressé. Voilà, bah écoutez, à très bientôt. Au revoir.